La diffusion des matchs de football à la télévision est un événement qui va bien au-delà de la simple retransmission en direct. C'est une orchestration qui implique plusieurs personnes, mais également une technologie de pointe. Au cours de cet épisode de la team GMJ, on sera donc au cœur de la réalisation télévisuelle des matchs de football professionnels sous les auspices de Dodo Kapend, un réalisateur de renom, pour explorer les défis, les innovations, mais également les coulisses qui font de chaque réalisation un succès. Succès, un mot qui n'existe plus dans les dictionnaires du football des clubs en République démocratique du Congo. Oui, cette saison, les clubs congolais n'ont pas fait bonne route dans les interclubs de la CAF. Résultat, un bilan maigrichon qui doit remettre en question tout un système. Voilà, le casting est donc complet. La team GMJ, c'est parti comme d'hab. On se la joue. Autrement. Évidemment, on se la joue autrement. Voilà, donc l'émission vient de commencer. On signale l'absence de Joël Banoura pour ce numéro. Mais quand même, c'est la semaine des Jean Thuy. Oui, c'est ma semaine, effectivement. Et je pense que c'est une... Elle a été bonne. C'est une bonne semaine, oui, tout à fait, c'est une bonne semaine. Et surtout avec les triplés de Nebele. Oui, mais bon, après, écoutez, soyons quand même honnêtes. Je le disais ici aux gens, d'aucuns n'y croyaient presque plus. Les Paris Saint-Germain est revenu de toutes ses forces. Et ce n'est que pour les plaisirs des ultra-parisiens que je suis. Tu es un ultra? Ah oui. Donc si tu étais des Mazembe, on allait dire que tu étais 100%. Non, pas du tout. Les ultras, c'est pareil, 100%. C'est ça, il faut... Heureusement que je ne suis pas Mazembe, donc j'accepte bien, je suis un ultra-parisien et c'est pour mon plaisir. Mais en dépit de ça, je pense que c'est une bonne semaine, une semaine... franchement associé du travail et un peu des plaisirs. Je pense que j'ai fait un petit tour à Kipushi pour voir la famille, vous le verrez bien, et en dépit de ça, voilà, je pense que ça a été une bonne semaine et je vais laisser aux gens les découvrir, sinon je risque de tout expliquer et faire toute une émission sur... On va suivre d'abord la vidéo, parce que pour... la première fois, Jean, il est un peu déconnecté du boulot pour une semaine et aller voir la famille. On suit ça, c'est vraiment un scoop. Là, je suis en train d'enregistrer mon journal. Je n'ai pas encore fini de me préparer. Je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous montrer les coulisses de ce que je fais quotidiennement. Si c'est moi, il y a maintenant un peu trop des lumières et voilà. Mais Félix, on va enregistrer, non? J'ai déjà classé là-bas. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je n'attends que toi. Mais il me manque la cravate. Je ne sais pas comment faire. Voilà, je pose le téléphone ici. Là, je suis en train d'enregistrer mon journal. Je n'ai pas encore fini de me préparer. Je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous montrer les coulisses de ce que je fais quotidiennement. Si c'est moi, il y a maintenant un peu trop des lumières et voilà. Mais Félix, on va enregistrer, non? J'ai déjà classé là-bas. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je n'attends que toi. Mais il me manque la cravate. Je ne sais pas comment faire. Voilà, je pose le téléphone ici.
c'est ta semaine. Non, c'est illimité. Non, je te dis, c'est un forfait illimité. Donc tu fais une semaine plein, craqué et tout. Hyper important. En me disant, et que penses-tu de la petite? Bah les couilles, je viens de voir mieux qu'elle. Putain. Mais franchement, c'est malade. Voilà, nice, ok, bon. Jean, pour la première fois, il a eu le temps d'aller voir la famille dans sa semaine. Bon, c'est toujours important hein, quand vous êtes un peu loin de la famille. Il faut toujours créer du temps pour voir la famille. Ça fait quand même plaisir. Et je crois il sait bien s'amuser à la famille. Ouais, mais bon, après, tu vas pas aller faire les boss là-bas, c'est quand même la famille, tu sais. Donc je pense que ça, c'était plus important. Je crois que les gens, ils ont suivi et ils ont pu retenir ce que ça représentait ma semaine. D'être en famille. Mais écoutez, j'ai eu une semaine bénie, franchement, ce qui est sûr. Voilà, la semaine des gens tués a été bénie, on va dire. Mais pour les clubs congolais, c'est la malédiction. Voilà, on va refaire le match, mais on fait les bilans pour le coup. C'est un bilan, on va dire, mitigé pour les clubs congolais. Pour les 4 représentants, il n'y aura pas de quart de finale. Ça a commencé depuis l'étape des éliminatoires avec les clubs. Pour ce qui est bien sûr de la Coupe de la Confédération, le Popo et V-Club. Ça n'a pas tenu la route. On commence par l'agent Choi. Déjà pour l'équipe de V-Club, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que l'équipe avait ambitionné bien sûr bien de jouer dans cette Coupe de la Confédération et on a vu tout ce qui a été organisé pour que cette équipe joue la Coupe de la Confédération, mais au final l'équipe est éliminée de le premier tour préliminaire. La vraie question à se poser aujourd'hui, c'est comment V-Club est arrivé à ces niveaux de compétition. Il faudrait déjà se dire que moi personnellement, je suis revenu plusieurs fois dans mes interventions, pas seulement ici, même dans d'autres émissions ailleurs, sur comment on gère la communication des Vita Club. L'investissement qui a été fait, il n'est pas mauvais. Vita Club n'a pas recruté que de mauvais joueurs. Vita Club n'a pas manqué de moyens que ça pour aller loin dans cette Coupe de la Confédération. Ce qui a manqué, c'est l'organisation et la communication que le club a prôné auprès des supporters. Vous imaginez qu'un club qui s'est permis aujourd'hui d'évacuer 97% de son effectif, parce que sur les champs, il reste avec Ikanga Lombo, Luvumbu qui n'était même pas au club parce qu'il rentre, on sait ce qui s'était passé avec Rayon Sport, effectivement, au Rwanda, et c'est Kabolo qui demande qu'on l'intègre à Vita Club, et en dehors de lui, il y a un Panzou qui reste, mais Panzou, on sait tous qu'il a des envies d'ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé avec la Mais c'est le club qui l'a poussé ailleurs parce que lui, il demandait quand même ce qui était légitime pour lui. Une révalorisation salariale. Bon, après, je ne suis pas dans les méandres du dossier Mpanzou, mais ce qui est vrai et effectif, c'est que le joueur, déjà avant même que la saison ne prenne fin, éprouvait les envies d'aller ailleurs. Il y avait déjà des sollicitations qui venaient d'Europe et certaines sollicitations qui venaient de la Tanzanie et un tout petit peu du Maroc. Donc après, il s'est vu dans une position de force et il a contraint les clubs à suivre son schéma. Ce qui n'a pas marché aussi avec Vita Club. C'est que tu as 3 joueurs. Parmi tes 3 joueurs, il y a un revenant, il y a un qui était là et puis il y a un qui veut partir. Et derrière, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un recrutement. Est-ce que tu nous ramènes des Béninois, des Marocains, des Français, des Ivoiriens, des Sénégalais, de Camerounais? Une équipe cosmopolite. Oui, mais franchement, tout le monde a eu sa place à Vita Club. Ben, on s'est dit, finalement, il y a un projet grandiose. Mais derrière, qu'est-ce qui se fait? Est-ce que vous devez avoir une communication limpide? Faire comprendre à vos fanatiques que notre club a perdu tous ces éléments. Parce que ces éléments, selon la politique du club, ça ne méritait plus de rester à Vita Club. Ça veut dire qu'il fallait communiquer, faire croire aux supporters que cette saison, on va se préparer, on va revenir plus fort et on va tenter notre chance dans les attaquants. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Wadou, essayez de dire, mais avec ses mots, bien sûr. Wadou, oui, bon, après on va revenir sur les cas Wadou, parce que quand vous reconstruisez aussi un projet,
allez-y avec un entraîneur, bon, je ne dis pas seulement un entraîneur d'expérience, mais un entraîneur capable de tenir sur ses épaules ce que ça représente de gérer une équipe à pression comme Vita Club. Quand vous avez un président qui, à tout bout de champ, peut vous faire un point de presse, parce que tel s'est blessé, parce que l'entraîneur a un mot de tête, parce qu'il y a un joueur qui n'est pas venu à une séance d'entraînement, il faudra faire venir la presse quinoise et leur dire ça. Franchement, et derrière, ça fait que ça accroît la pression des fanatiques sur l'effectif des Vita Club, qui est dirigé par un entraîneur que moi j'estime des novices, qui apprend sur les continents africains et qui a un effectif 100% nouveau. Et ça ne l'aide pas. Les résultats ont été tout de suite catastrophiques, même en championnat. Ce que Vita Club s'est reposé sur la Coupe du Congo pour se qualifier, dont cette Coupe de la Confédération. Mais quand vous arrivez là-bas, vous rencontrez Stellenbosch, une équipe quasiment moyenne d'Afrique du Sud, mais qui a assez de constance, qui joue un championnat régulier, qui a des joueurs qui ont de la cohésion 2, 3, 4, voire même 5 ans. Mais franchement, ça vous passe les passoires. Et c'est ce qui s'est passé avec les Vita Club. C'est un problème des projets qui a été mal géré et ça fait que les retombées ont été néfastes. Heureusement pour eux qu'aujourd'hui, Wadou l'a compris, il est parti. Et puis, il y a Diaby aussi qui l'a compris et il a fermé la bouche. Effectivement. Voilà. Le projet donc, a été, on va dire, mal compris. Le club s'est mêlé les pinceaux et après, il n'y a pas eu de résultats escomptés. Et surtout quand on mélange les sports et la politique, voilà des résultats. Parce qu'on fait un petit pas en arrière. La saison passée, en Lina Foot, c'était catastrophique pour Vita Club. Vita Club est allé chercher les billets pour la Confédération. C'était en Coupe du Congo. On a vu comment Vita Club a gagné à la Coupe. Oui, a remporté la Coupe. Vita a eu la chance de croiser Chicas. Non mais Chicas était meilleur que Vita. Il y avait même des réclamations. Il y avait des réclamations de Tanganyika. Il y a Tanganyika qui a marqué des esprits. Moi, je trouve que Vita Club avait déjà un problème, même pas un problème, dès le départ. Parce que quand vous avez d'abord. Mais quand même, Vita Club avait des moyens. Le moyen ne suffit pas. Est-ce que souvent on se dit le moyen, ça peut suppléer. C'est ça même le grand problème ici chez nous au Congo. Quand vous avez un patron qui est par exemple ami au président, il est mieux positionné. Est-ce qu'il paye bien le joueur? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Parce que vous vous imaginez, au début de la saison, Vita Club libère presque la moitié de son effectif. C'était 15 joueurs. Et vous achetez des joueurs, c'est quelle qualité des joueurs que vous nous amenez? C'est bien de jouer en France, mais dans quelle division? C'est bien d'être au Mali, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, ok, il n'y a pas de problème. Et voici le résultat, vous commencez de la Confédération une semaine. Pour un club comme Vita Club, ça fait mal, ça fait mal. On pouvait comprendre pour des équipes, par exemple, à Don Bosco, c'est pour la première fois, ils font une semaine, mais pas un club comme Vita Club. Ouais. Et puis, vous avez un coach qui n'est pas stable, il ne maîtrise pas d'abord le football. D'ailleurs, son adjoint, Raoul Chungu, qui maîtrisait bien le football, qui a traîné dans ces clubs, mais il a été mal géré. Moi, je trouve que ce sont des leçons que Vita Club doit quand même apprendre pour que la saison prochaine on puisse voir ces Vita Club qui nous a fait je pense déjà qu'avec leur appris donc la leçon, les histoires semblent bien aller pour l'instant en Ligue nationale du football avec les Sénégalais d'Abo. Oui, je le disais ici tout à l'heure pour peut-être un tout petit peu rebondir sur ce que disait Nice. Dites-moi dans cet effectif des Vita Club, quel joueur a déjà joué la Coupe de la Confédération? Personne. Il n'y en a presque pas. Parce que tout le monde c'était la découverte pour apprendre. Et l'apprentissage a été très sévère. C'est une fessée qui se font prendre et tout de suite ça rentre à la maison. Donc après, derrière, les comités sportifs l'ont compris. On a fait venir un entraîneur, oui, effectivement, qui est très charismatique et très exigeant. Parce que quand il arrive, il fait partie de certains joueurs qui, selon lui, pas le niveau des Vita Club. Et il ramène certains éléments qui ont renforcé les clubs et aujourd'hui qui mettent tout le monde d'accord. Donc là, je pense que personnellement, Diaby l'a compris qu'un club de football, ça ne se gère pas comme un grand marché où tu peux venir crier comme tu veux, mais c'est beaucoup plus les temps, la constance et c'est un projet qui doit se construire. Et aujourd'hui, Vita Club semble reprendre du poids de la bête. La Ligue nationale de football, on a vu à Kinshasa, c'est sûr que c'est une poule, moi j'estime un tout petit peu un peu compliquée que la nôtre ici vers les centres-sud. Donc ils ont quand même l'emprise, ils ont gagné quelques matchs importants et ça augure quelque chose de bien pour la saison à venir. Évidemment, ça augure quelque chose de bien pour la saison à venir, alors que pour un autre club,
pour lesquels beaucoup de choses, bon, on va dire les feux étaient ouverts. C'est l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo avec un bon recrutement, tout était là, avec une participation, la troisième participation en Coupe de la Confédération, mais à l'arrivée, c'était une élimination, on va dire, précoce, honteuse. Oui, mais bon, après, vous avez l'histoire de Lupopo, je ne sais même pas par où commencer, parce que ces clubs-là, je dirais aujourd'hui que c'est les clubs qui avaient ou qui a l'un des meilleurs contenus au pays, en parlant d'abord de l'effectif. Ouais. De l'effectif. Mais par malchance, ils ont eu... C'est pas malchance ou bien... Ils ont eu un entraîneur qui, personnellement, ne m'a jamais convaincu, même quand il était là en 2002. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas suivi, j'étais encore tout gamin. Mais les extraits que je suivis, parce qu'il y en a qui me disent qu'il était très fort à l'époque, c'est l'homme qui a fait de Lupopo. C'est quelle histoire? Moi, je n'ai jamais vu ça. Parce que quand tu as un club comme Lupopo aujourd'hui, un club qui avait pour ambition d'aller loin dans cette Coupe de la Confédération, qui fait une compétition ratée la saison dernière. Donc ça veut dire que vous mettez tous les moyens à votre disposition, vous recrutez, vous renforcez l'effectif avec des joueurs qui, oui effectivement à un certain moment, il faudra aussi dire que la crise à l'époque, avec l'ancien secrétaire qui est parti, Donin, qui pouvait recruter à son compte, l'entraîneur l'a dit un tout petit peu dans quelques conférences de presse, mais le joueur qu'il prend, ils ne sont pas aussi mauvais. C'est des joueurs qui ont su prouver que normalement, ça mérite de la place d'être à Lupopo. Donc, en gros, c'est faire tapoter par un club des secondes zones qui vient de l'Angola, qui s'appelle Bravos Domaki, qui vient à Lubumbashi, qui vous bat à Lubumbashi, après avoir enchaîné un match nul totalement inadmissible à l'Angola. C'est ça la honte, c'est ça l'échec de tous ces projets-là. Donc en gros, je pense que Lupopo est resté beaucoup plus dans la distraction. Les clubs ne s'est pas préparé comme il se doit, parce que vous rappellerez que le club a repris des entraînements avec, je ne sais pas, 2 semaines de retard, je pense. 2 ou 3 semaines de retard. Et direct qu'on commence les entraînements sur le terrain. Parce que l'entraîneur, lui, pendant ces temps, il faisait ses autres obligations. Il faisait sa sieste. À Marrakech, au Maroc, là-bas, c'était des conférences. Non, il ne faisait pas des siestes. Oui, mais écoutez, oui, mais après, avec la cave. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Lupopo? C'était dans le contrat. C'est ça, sieste. Lupopo lui laisser mais si alors Lupopo lui laissait cette liberté ou cette libertine. Alors, moi, je trouve que Lupopo doit se réveiller. Se réveiller dans quel sens? Ça fait 3 ans que Lupopo est rentré en Afrique. L'objectif de Lupopo, quand Kaboula a pris l'équipe, c'était de rentrer en Afrique. Et ils ont réalisé, ils sont rentrés en Afrique. Après ça, qu'est-ce que Lupopo a apporté? Rien de plus. Parce que 3 ans, c'est pas normal. Il faudrait quand même s'améliorer. Même une demi-finale. Arriver en demi-finale. Mais pas à chaque fois, c'est toujours de mêmes problèmes. Et dans les 3 ans, une seule fois, Lupopo est arrivé en phase des groupes. En phase des groupes, pas en quart de finale, en phase des groupes. D'ailleurs, cette saison, c'était catastrophique. Vous vous imaginez Lupopo qui s'est préparé pas pendant longtemps. Genre, c'est dire qu'on est déjà en Afrique, ok, on va jouer. Par contre, ils ont oublié que les équipes qui jouent, ils se sont quand même préparés. Ils avaient même un championnat. Effectivement. Alors, Lupopo arrive en Afrique, c'est une semaine. Et puis, l'élimination chez vous, à la maison, dans votre stade, votre pelouse, vous avez devant vos fanatiques et vous perdez. Là, ça fait mal. Même si aujourd'hui, on peut condamner le secrétaire général, Dona, qui était là. Par contre, moi, je me disais, qu'est-ce que Magasuva faisait à Lupopo? Par contre, la personne qui devrait conduire cette équipe en Afrique, c'était Bertin. Mais aujourd'hui, quand les championnats a démarré, on a vu le Belge ici qui n'est pas... Luc, notre ami Luc Emaël, notre ami. Lui qui aime déplacer, il a quand même... il déplace quoi, des bouteilles ou... Non, mais il aime souvent déplacer des langages, c'est ça aussi. Mais quand même, il est en train de réussir. Effectivement, c'est un coach... C'est que j'étais en train de... Oui, parce que Naïs elle n'a pas totalement tort. Ce que j'étais en train de dire, c'est que la prise des consciences que nous sommes un club qui joue les interclubs de la CAF. Parce qu'à un certain moment, l'histoire des rivalités, l'histoire de l'ingénérance, parce que même à l'intérieur, il y a des joueurs qui réclamaient leurs primes alors que le club était engagé dans les compétitions de la CAF. Donc,
ça fait que, au lieu de vous préparer, vous êtes distrait. Et sur les cas, Ndongala par exemple, qui a pris toute une éternité, on a semblé nous faire chanter comment le joueur était extraordinaire, qu'il fallait les garder, alors que lui ne voulait pas rester au club. Parce qu'à un certain moment, tout ça, ça a pesé sur la façon de faire de l'équipe. Et Magasuba, qui ne pouvait pas aussi encaisser cette pression, s'est laissé terrasser par ça. Et ça fait que le club enchaîne une 3e saison sans aller loin. Et la façon dont ils perdent ces matchs à la Kenya, c'est vraiment compliqué. En dépit de ce que j'en dis de Lupopo, la distraction est aussi, regardez le championnat de cette année à la phase classique, allez, Lupopo qui démarre bien, qui est mieux placé, qui arrive à Tanganyika, Lupopo perd. Regardez les matchs, Lupopo a perdu ici à Lubumbashi contre Bazano, et quand vous essayez de connaître la vérité, on vous dit non, on a laissé pour que Bazano... Ce sont des choses à éviter, à éviter si on a des ambitions, ce sont des choses à éviter. C'est notre projet, mais écoutez, Non mais c'est... pour Bazano, c'est comme Mazembe, donc ça c'est tout à fait normal. La famille. C'est vraiment de match des familles, on ne va pas empêcher le propos de garder assurer ses arrières. Donc après, ils ont tout à fait raison de faire ce qu'ils n'ont pas raison. Mais au moment où avec un projet sérieux, des ambitions, ce sont des choses à éviter. Mais après, c'est tout un constat général pour notre football. On peut pas l'imputer à Lupopo tout seul. Parce que Mazembe, qui est le miroir de notre football, C'est chaque année. donc écoutez. Voilà. Parlons même de Mazembe en Ligue des Champions. Nos 2 représentants ont su quand même arriver jusqu'en quart en phase des groupes. Mais à l'arrivée, c'est 2 éliminations. On va dire là aussi c'est honteuse. Ces éliminations-là, parce que Mazembe, avec sa stature de demi-finaliste la saison d'avant, Mazembe à l'arrivée, Mazembe est éliminé dans un groupe où on pouvait voir Mazembe être même 2e ou 1er, mais après c'est une élimination qui arrive. Non, mais c'est normal parce que dès le départ, Lamine a perdu quand même beaucoup des cadres de son effectif de la saison passée. Là, c'est déjà un problème. Vous imaginez, vous perdez Kevin, Glody, Joël, Philippe Traoré et les autres. Et pour se reconstruire avec quel joueur? On a vu des preuves. Regardez les matchs, la prestation de Mazembe à la maison, tout comme à l'extérieur. Vous allez comprendre que c'était un problème de joueurs, d'effectifs. Parce que Mazembe s'est réveillé en championnat, c'est presque à la fin. Mazembe qui a eu des problèmes d'abord à démarrer. Je crois c'était les 6e de finale où Mazembe a joué contre l'équipe ici de la Zambie. C'était des raids. Cette équipe aussi qui a craqué devant les TPM. C'était par rapport au nom de Mazembe. Mais sinon, les contenus, on avait déjà déniché que Mazembe a des problèmes. Voilà la suite de la compétition. Mazembe qui n'arrive pas à s'imposer à la maison. Vous vous imaginez, vous menez un match, vous êtes en avantage. À la fin, on vous rattrape au score. Le même chose qui se sont répétées plusieurs fois. Moi, je trouve que c'était un problème d'effectif. Avec 2 joueurs, vous avez des joueurs qui n'ont jamais joué dans un stade qui est full. Vous amenez un joueur comme Patient, un joueur comme Jean Diouf, l'ami des Jean Tchoui, qui est là, devant les gardiens. Il a beaucoup d'amis. Oui, il a beaucoup d'amis. C'est son mentor d'ailleurs, Jean Diouf, un joueur qui n'a pas de qualité. Vous avez un joueur comme Cheikh Fofana. Je ne sais pas ce que ce joueur fait dans l'effectif de la Mindia. Il n'apporte rien pour moi. Et donc, moi, je trouve que l'élimination des Mazembe en Ligue des Champions, c'est un problème des joueurs. Et puis, c'est une leçon pour le club qui aime bien négliger des athlètes. Parce que avant la saison où Kevin voulait bien rester chez Mazembe et Glody, ils ont aussi exigé. Mais on connaît tous la suite. Donc c'est normal. Mazembe éliminé, un problème des joueurs, mais ces problèmes des joueurs pouvaient être gérés par les comités sportifs, tout en sachant qu'on a des problèmes d'enregistrement des joueurs, ce qui a causé beaucoup de problèmes à Mazembe, mais on pouvait garder nos meilleurs éléments de la saison d'avant. Question d'être aussi fort dans la compétition, mais après on dit, bon, on laisse partir les clubs, c'est une identité, c'est une institution qui va rester. De ma chaise où je suis assis, à décrypter les TP Mazembe, c'est alarmant. Honnêtement, c'est alarmant. Je trouve pas des mots justes pour parler de ce club. Mais cette saison, elle est tellement merdique, elle est tellement catastrophique, elle est catastrophique, si ça vous enchante bien de le faire. Je ne sais pas comprendre une équipe à la stature des Mazembe qui joue la Ligue des Champions, s'il vous plaît, la phase des groupes de la Ligue des Champions, qui a un entraîneur qui s'appelle Lamine Diaye,
qui arrivent au sein du club, qui les trouvent avec ses problèmes, mais qui refait quand même cet effectif. Et on commence à avoir les goûts d'aimer voir jouer certains joueurs qui sont là depuis longtemps dans cette équipe. On parlait ici des BA, on parlait des Likonza, de Kevin, du Nigérien qui est parti au Ladapo, et tout consort, c'est que tu libères 7 joueurs dans ton effectif et tu dois refaire des choses. Mais derrière, c'est quoi la communication du club? Parce que quand ils se rendent compte qu'on n'a pas un projet constant, parce que aux fanatiques, on dit, bon écoutez, on s'appelle les TP Mazembe, on l'a fait la saison dernière, on est arrivé en demi-finale, écoutez, c'était pas donné à tout le monde, parce que ça reste les meilleurs clubs. Mais derrière, il n'y a pas un projet constant. Parce que quand vous arrivez en demi-finale, la saison qui arrive, le président du club, il se permet de faire sa communication habituelle. Et ce qui rassure aux fanatiques, c'est que tout à fait, la saison passée, nous irons en demi-finale. Mais quels moyens vous donnez pour aller jusqu'en demi-finale? Parce que ça, Lamine Ndiaye, avec toute sa magie, sa sagesse, moi je l'adore, ce qui fait le travail qu'il a bas au Tout-Puissant Mazembe, il ne peut pas inventer ce qui n'existe pas. Mais lui aussi, à son niveau, il pouvait accepter que Mazembe était en difficulté. C'est qu'il ne pouvait pas vouloir accepter dans les conférences de presse. Mais on lui dit que Mazembe va reconstruire encore ce qu'il avait construit. Écoutez, ce n'est pas le fait qu'il accepte que Mazembe est en baisse que tout s'arrange au TP Mazembe. Il faut faire ça. C'est la prise de conscience quand même. Oui, mais même s'il lui prenait sa confiance, et après quoi? C'est pas lui qui sort de l'argent de sa poche pour recruter. C'est pas lui qui sort de l'argent de sa poche pour aller régler des bobos financiers avec la FIFA et lever cette mesure de sanction qui, bien sûr, qui est arrivée en retard, effectivement. Mais après, à un certain moment, je pense que, comme Naïs le disait ici tout à l'heure, tu ne peux pas t'amener en Ligue des Champions avec des munitions amoindries. C'est qu'avec des joueurs qui doivent apprendre aujourd'hui comment jouer un match de football en Ligue des Champions. Et ça s'est fait voir dès les premiers matchs à Kamalondo, quand on se joue le MC Alger. Il n'y avait pas de précision, il n'y avait pas de l'enjeu, et les joueurs ne pouvaient pas tenir tout un match. Parce que devant, en face, vous avez un adversaire qui a des moyens conséquents qui peut vous faire mal à n'importe quel moment. Et ça s'est laissé voir lors des différentes prestations de corps. Donc, à un certain moment, je disais ici pour Vita Club que c'est un problème des gestions des projets, mais à Mazembe, c'est un problème des manques des projets. On semble faire croire aux fanatiques aujourd'hui que parce que tel sont partis. Oui, mais écoutez, comme Likonza, j'ai toujours tendance à dire pour Likonza et les autres sont Mondeko sont partis. Et ceux qui arrivent aujourd'hui, ils vont gérer. C'est comme ça qu'on nous présente des jeunes. Oui, effectivement, Oscar Kabouitz, qui est un jeune valeureux. Effectivement, moi, je crois à son talent. Mais ce n'est pas à lui de porter cette équipe de Mazembe, effectivement, sur ses épaules. Parce qu'à un certain moment, on manque de projets sérieux. Mais aux fanatiques, on ne dit pas la vérité. Tout part de l'administration. Il n'y a pas que la Mindia qui ne les reconnaît pas. Mais lui, il ne les reconnaît pas. Moi et toi, on ne sait pas ce qui fait qu'ils ne les reconnaissent pas. Donc, en gros, je crois que, personnellement, c'est ces manques de projets, ces manques d'ambition qui a fait que c'est Mazembe a joué la Ligue des Champions qu'avec son nom, qu'avec son palmarès, que son contenu. Et ça, jouer la Ligue des Champions seulement avec son nom et après il y a les résultats médiocres qu'on a vu, une élimination du TP Mazembe, dernier du groupe on va dire. Dernier, oui. Avec 5 points, je pense. Ah ouais, c'est le troisième, devant Young Africans. Notre club congolais, c'était Maniema Union, l'apprentissage. Maniema Union nous a donc fait sensation dans les tours préliminaires. L'équipe a sorti l'adversaire de TP Mazembe la saison dernière en quart de finale, Petro de Luanda, l'équipe qui avait fait cravacher Mazembe ici à Kamalondo. Mais Maniema Union l'a éliminé, mais par la suite, Maniema n'a pas su tenir son apprentissage et aussi créer quelque chose de surprenant. Malgré l'apprentissage, Kimoto ne s'est pas amélioré. Quand vous regardez le début de Maniema Union en Ligue des Champions et jusqu'à l'élimination, vous allez comprendre que ce sont des mêmes erreurs. C'est bien de dire l'apprentissage, on ne refuse pas, mais quand on est un entraîneur, on est au niveau des interclubs de la CAF, on doit s'améliorer. Vous vous imaginez, vous êtes chez vous, vous menez les matchs jusqu'à la fin, vous jouez contre Mamelodi, vous avez accroché Mamelodi à la maison, vous venez chez vous, c'est Mamelodi qui vous bat, et là vous allez encore dire qu'on est en train d'apprendre. Moi, je trouve que Papi Kimoto doit aussi s'améliorer, trouver la solution pour le milieu, mais aussi la défense. Parce que
Maniema, on sait qu'au niveau national, c'est parmi les clubs qui s'imposent. Tous, on est d'accord avec Maniema Union, mais en Ligue des Champions, c'était catastrophique. Maniema n'a gagné aucun match. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal, même si c'est l'apprentissage. Moi, je trouve que Kimoto doit s'améliorer. L'apprentissage. On change l'entraîneur. Il y a aussi des niveaux. Peut-être Kimoto n'a pas les niveaux de l'Afrique. Oh là là, l'apprentissage qui s'est fait avec des mauvaises notes. On pouvait. C'est rassuré quand même. Je pense que ça tire à boulet rouge ici. Avec Kimoto et Maniema. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec lui. Il doit se refaire en tout cas. Écoutez, Maniema, on peut comprendre, n'est-ce pas? On peut comprendre parce que c'est à la limite, oui, effectivement. Oui, mais après, ça reste un club qui joue pour la première fois la phase des groupes de la Ligue des Champions. Et cette phase des groupes était compliquée pour ces clubs-là. Parce que quand tu te retrouves avec les Raja, quand tu joues la formation de Mamelodi Sundowns, qui est bien sûr la formation super championne d'Afrique, ça veut dire qu'à un certain moment, toi, quand tu t'appelles Maniema, tu fais de la place. Mais derrière, Maniema nous a fait croire qu'on pouvait faire mieux. C'est là que moi je ne suis pas d'accord avec l'histoire de on est parti pour apprendre. Maniema, ça fait quand même longtemps que ça joue les phases préliminaires de la Ligue des Champions. Ça fait quand même longtemps qu'ils ont de l'expérience, qu'ils ont côtoyé certains grands clubs sur les continents. Et souvent, ils racontent toujours des grands. Mamelodi Sundowns, parce que je crois que c'est. Ils ont joué Mamelodi en 2021 lors de la phase préliminaire. Et oui, effectivement, ils ont marqué 2 buts. Ici, à Kinshasa, ça faisait 2 buts partout après les 2 buts à 0 en Afrique du Sud. Parce qu'à un certain moment, c'est un club qui a, à mon avis, qui a pris la mesure de comment ça se fait sur les continents africains. Maintenant, il faut gérer ces matchs. C'est ce qui n'a pas fonctionné pour Papi Kimoto. Parce que quand tu joues à domicile et que tu es en face d'un club comme Raja de Casablanca, tu marques en premier, eh ben, gère ton avance. En fin des matchs, ils se font rattraper. Ils jouent les Faraba, ils marquent en premier. En fin des matchs, ils se font rattraper. Mamelodi Sundowns à domicile, ils marquent en premier. À 10 minutes de la fin, ils se font rattraper et se prennent un but, une fessée et total. C'est tout. Maniema est quasiment éteint. La gestion des matchs. Cette maladie-là, on l'a reproché à Lupopo la saison antérieure. C'était la même chose. Ils pouvaient marquer et se faire rattraper à la fin de la partie. Donc, à un certain moment, j'ai comme l'impression que, en dehors de l'effectif des Maniema, que j'adore bien, Simete, Basiala, Kitambala, Onoya et tout ce qui va avec, c'est des garçons qui ont prouvé qu'à un certain moment, on pouvait croire en eux. Il faudra y ajouter des hommes qui ont de l'expérience, qui vont permettre à ce que ces clubs, quand ça joue sur le continent africain, que ça ne puisse pas nous revenir avec des histoires qu'on est parti pour apprendre, parce que l'apprentissage a été fait il y a fort longtemps, et cette saison, oui, je comprends la phase des groupes, je disais tout à l'heure, elle était difficile, mais ils avaient quand même une carte à jouer dans cette poule qui n'ont pas su profiter. Malheureusement, ils terminent avec 3 points seulement. Bon. Évidemment, les Mali ont su acquérir de l'expérience. Peut-être la saison prochaine, ils vont revenir fort dans cette Ligue des Champions. Ça, on l'espère. On croise les doigts pour voir si cette équipe est à ce niveau de la compétition. Ici, on va donc survoler l'actualité sportive ici au pays et en international. Ce sera dans les Alpes. Voilà, les Alpes, c'est avec vous, Naïs Mukebou. Déjà, le premier titre, c'est le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 qui a été effectué le lundi dernier. Effectivement, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La République démocratique du Congo a hérité à le groupe D aux côtés du Sénégal, du Bénin ainsi que du Botswana. On rappelle que lors de la dernière édition de cette compétition qui se jouait en Côte d'Ivoire, la RDC a fini à la 4e position et donc on se croise encore avec le Sénégal. Je trouve que ça ne sera pas facile, mais on va s'imposer. Donc je pense que c'est un tirage assez passable pour les léopards de la RDC. Donc du coup, il y a les Bénin, il y a les Botswana, les zèbres du Botswana, ça c'est une révélation si vous ne le saviez pas. Et puis les lions du Teranga, du Sénégal. Je crois que c'est un groupe très passable pour les léopards. On a une carte à jouer en main. Et derrière, c'est aussi la canne de la confirmation maintenant pour Sébastien Desabre. Parce que son contrat, l'objectif était de remporter la CAN 2025.
et de qualifier la RDC pour la Coupe du Monde 2026. Donc il y a tout un travail à battre là derrière et donc les chances sont dans nos poches et à nous de les mettre à notre profit. Ligue nationale de football et Tepe Mazembe a réussi donc son voyage à Kananga en battant l'équipe de Kikuku 1-0. Effectivement, le Corbeau des Mazembe qui ont d'ailleurs clôturé les 3 derniers matchs, ils ont remporté. D'abord, c'était à la maison face à Simba, c'était 1-0. À Kolwezi, Mazembe a dicté sa loi, c'était 3-1. Et puis à Kananga, Mazembe a battu cette équipe de Chinkunku sur la note de 2-0. Grâce à ça, les Corbeaux sont désormais leaders dans le groupe A avec 28 points. J'ai croisé un fanatique de Lopopo qui me disait Kwendambi aussi Okufika. Allez, ça c'est pour rire. Non, mais c'est quand même quelque chose à encourager. Les départs des Mazembe en Ligue nationale de football, vous ramassez un match nul, 2 matchs nuls après une défaite face à Lupopo et puis après vous relevez. C'est pas facile. Je pense que c'était important après la saison catastrophique en ligne à Ligue des Champions. Donc c'était pour eux les moments de revenir très fort. Il faudra aussi dire qu'à Kananga, Mazembe est parti sans son entraîneur principal. Donc faire ces résultats-là dénote qu'on a la maîtrise effective, les joueurs ils ont envie d'aller loin. Donc c'était important pour eux de terminer en tête de cette poule A de la Ligue nationale de football et bien sûr d'assurer les playoffs. Un match nul, c'était 2 buts partout face à Talenta, j'y arrive. Et c'est hyper important, je disais en début de mission qu'aujourd'hui que les Paris Saint-Germain se retrouvent pour ces barrages. Vous savez qu'on a fait une saison très compliquée déjà avec les départs d'Mbappé, c'était pas du tout facile de se reprendre. Là, l'effectif de Luis Enrique et c'était pas un match facile à Stuttgart contre cette formation qui c'est vrai qu'en Bundesliga ça tangue un peu. Donc je pense honnêtement qu'on a pris toutes les cartes de notre côté. Dembélé qui a d'abord commencé par doubler contre City et puis nous refaire un triplé face à Stuttgart. C'est un joueur qui est en train de grandir, devenir petit à petit. Et moi je n'ai plus qu'être content. Maintenant, le Real Madrid est aussi en train de revenir pour cette saison. Il y a aussi City, vous avez oublié Manchester City. Ils vont jouer le barrage, évidemment. Ce qui est important. Et puis derrière, il y a City, il y a le Barça qui avait déjà arraché sa qualification il y a pas longtemps. Je pense que cette nouvelle formule, la Ligue des Champions, c'est très bien adoptée par les publics et ça procure beaucoup d'émotions. On attend de voir la suite de la compétition, ce que ça va nous donner. Voilà, c'est le focus dans la team Géorgie et pour aujourd'hui, on va évoquer la réalisation télévisuelle des matchs de football professionnel et comment réussir autour de tous les défis que ça implique. Et pour évoquer les sujets, on a donc l'honneur d'avoir sur ce plateau une sagesse de la réalisation télévisuelle des matchs de football, Dodo Kapan, qui sera donc des nôtres sur ces plateaux. On va d'abord faire donc, on va circonscrire le cadre de ces sujets avec cet élément d'Inaès Mkevo. La diffusion des matchs de football à la télévision est un événement qui va bien au-delà de la simple retransmission d'un jeu. C'est une orchestration complexe impliquant des milliers de personnes, des millions en investissement et une technologie de pointe. La préparation des matchs commence bien avant le coup d'envoi. Les équipes de production se réunissent plusieurs semaines à l'avance pour établir un plan détaillé. Le stade doit être bien équipé pour accueillir les exigences techniques de la diffusion. Cela inclut des installations pour les caméras, les sons et l'éclairage. Le producteur, réalisateur, technicien et représentant du club se rencontrent pour discuter du déroulement du match, des attentes et des besoins spécifiques. La réalisation télévisuelle des matchs de football repose sur une technologie avancée. Des dizaines de caméras sont déployées dans les stades, y compris des caméras fixes, des caméras mobiles et des drones pour capturer chaque angle du match. Le choix des plans d'image à proposer à la télévision s'est fait d'une manière prompte, mais en tenant compte de la qualité du plan et l'essence qu'il aura aux téléspectateurs. Des équipes spécialisées créent des graphiques en temps réel pour afficher des statistiques, des scores et des analyses pendant le match. Un système audio complexe est mis en place pour capter les bruits du stade, le commentaire des journalistes et l'ambiance générale. Le jour du match, la tension est souvent palpable. Avant le coup d'envoi,
Des répétitions sont organisées pour s'assurer que chaque membre de l'équipe sait exactement ce qu'il doit faire. Mais dans notre contexte congolais, la réalité est souvent tout autre. Et très souvent, les productions des matchs connaissent beaucoup de couacs dans leur réalisation. La réalisation télévisuelle des matchs de football professionnel est un processus minutieusement orchestré qui nécessite une collaboration efficace entre différents acteurs. Voilà, Doudou Kapendia sur Sepeto. Bonjour et bienvenue à la team GMJ. Bonjour, merci pour l'invitation. Voilà, déjà on pose une question directe par rapport à notre sujet. Comment déjà on prépare une réalisation télévisuelle des matchs de football professionnel? Ok. Un match de foot, effectivement, c'est préparé. En fait, si vous voulez bien le réussir, il faut déjà le préparer plusieurs jours à l'avance. Donc, vous avez d'abord à réunir les équipements qu'il faut, tout ce qu'il faut comme équipement doit être non seulement réuni et placé bien avant. Bon, là, ça dépend évidemment de la disponibilité du site et les temps que vous avez. Bon, il peut arriver que vous le fassiez le même jour. Bon, un peu là, c'est la routine. En tout cas, au début, c'est toujours bien. Pour un match international, il est exigé de le faire avant. Vous préparez au moins 2 jours avant. Les équipements sont en place parce qu'on exige de faire les tests. Vous pouvez faire les tests 48 heures avant, 24 heures avant ou les deux. C'est-à-dire, à ce moment-là, on teste chaque chose qui intervient. Par exemple, le test se passe comme ceci. Vous branchez, n'est-ce pas, sur satellite. On vous reçoit de l'autre côté et on commence à vous demander, n'est-ce pas, de défiler chaque caméra. Donc, une à une, ils apprécient. Parfois, on vous demande de faire des mouvements. Par exemple, aller d'un but à l'autre avec une vitesse, comme vous dites, et ils apprécient. Est-ce que le mouvement est bon? Il est fluide? Il est saccadé? Qu'est-ce qu'on doit revoir? Ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on fait comme ça. Donc, ça, c'est par rapport à l'équipement. Mais vous devez avoir le personnel adéquat. Parce que pendant les tests, ceux-là qui sont supposés travailler doivent être là. Et il y a des choses qu'on demande. On apprécie aussi leur dextérité, quoi. Voilà. Et au-delà du personnel, et parlant d'abord du matériel, comment ça doit se faire dans cette préparation-là, et qui doit se charger de quoi? Ou bien c'est le réalisateur qui fait le tout, ou bien avec son personnel, chacun est chargé, par exemple, du son, de la prise de vue et autres. Voilà. En fait, c'est une organisation. Le réalisateur reste le patron de la production. Ce qui veut dire que c'est lui qui engage l'équipe et c'est lui qui rend compte. En fait, s'il y a des reproches ou des félicitations, ça passe par celui-là. En fait, considéré comme patron de la production. Maintenant, c'est avec les réalisateurs, n'est-ce pas, qui décident de la manière dont la réalisation va se faire sur terrain et avec qui. Bon, là, il y a des gens qui jouent chacun son rôle. Il y a les preneurs de vue. Il y en a autant. Hein, pour les caméras, bon, on part pour le match professionnel international. Le minimum requis, c'est 6 caméras. C'est déjà bon, on accepte. Donc, vous devez avoir au moins 6 caméras. Vous voyez,
vous devez avoir quelques techniciens, preneurs de son, hein, qui installent, qui font tout. Ceux qui doivent s'occuper des câbles sont aussi là, ça dépend de l'organisation. Vous pouvez avoir des gens à part pour faire ça, tout comme vous pouvez entraîner les mêmes. Je viens, j'ai ma caméra, j'ai la place, je tire mon câble. C'est aussi une manière de faire. Évidemment. J'ai une question par rapport à... Oui, effectivement. J'ai un peu qu'on puisse parler de défis que vous rencontrez, parce que ça fait quand même un temps que vous êtes dans la réalisation des matchs. Vous avez géré plusieurs équipes, vous avez formé plusieurs personnes. Ça, on va aussi en parler dans l'émission tout à l'heure. Mais quels sont les défis dans le contexte qui est le nôtre, qui fait qu'un match soit réussi ou puisse échouer? Et aussi, on parlera aussi de l'évaluation de diffusion, hein, de réalisation des matchs tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des défis qui vous empêchent personnellement de réussir certaines réalisations dans notre contexte? Tout à fait. Il y en a. Il y en a. Bon, vous allez être quelque peu indulgent. Hein. Parfois, en disant certaines choses, ça ressemble à un marteau pour certains. C'est toujours important de vérifier la question de corriger prochainement. Ah oui, ça dépend de la façon dont on reçoit le message. Mais on va quand même dire quelque chose. En fait, il y a un sérieux problème, n'est-ce pas, des moyens. Réaliser une rencontre de foot, c'est aussi beaucoup de moyens. Et ça, il arrive que ça manque. Derrière les moyens, je vois aussi la motivation. Hein. Ah oui. Hein. Et je ne vois pas que la motivation, je vois aussi la formation. Vous savez très bien que les choses évoluent. Et là, moyens, motivation, formation et éventuellement, n'est-ce pas, matériel. Hein. Pour le matériel, nous avons beaucoup souffert. Au début, là, les années 2007, 2008, on était comblés. Hein, il y en avait. Mais avec le temps, ça vieillit, ça commence à poser problème, on ne remplace pas et les souffrances commencent. Et là, c'est vraiment sérieux. Vous pouvez me croire. Ouais. J'aimerais un peu ça, c'est une question, perso, vous pouvez la trouver un peu banale, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez y répondre. Est-ce qu'on a vraiment des maisons de production de qualité des matchs en RDC? Je peux dire, à la limite, oui, sinon on aurait arraché. Ils ne jouent pas avec ça. Mais nous sommes en train d'atteindre, comme on dit, hein, la ligne rouge. On risque d'arracher. C'est le déclin total. Oui, on risque d'arracher. Et qu'est-ce qui explique ça? Parce que vous avez dit dans le temps, c'était quand même bien en 2006, vous avez eu le temps de réaliser le match dans des conditions, on va dire, assez acceptables, mais pour l'instant, c'est vraiment compliqué. Et qu'est-ce qu'il y a à la base? Parce que normalement, dans la vie, on doit évoluer, pas régresser. Tout à fait. J'ai bien dit, le matériel vieillit, on ne remplace pas. Et quand bien on fait un effort pour remplacer, c'est pas un matériel moins performant. Cela arrive souvent. Et ça vous demande parfois, pour pouvoir travailler, de faire quelque peu la débrouillardise. Hein. Ici, comment je peux faire des arrangements. Mais le résultat n'est pas toujours probant, hein, vous savez. Et je reviens encore sur le reste. Quelqu'un qui est venu, il a travaillé, il répare, il se débrouille, il doit chercher un transport, ça pose problème, toutes ces choses-là. Alors, les défis, ils restent d'ordre matériel ou ça touche aussi les personnels? Ça touche aussi les personnels. Ça touche aussi les personnels. Vous voyez, je prends ce schéma. Vous avez quelqu'un, il commence, il évolue, n'est-ce pas?
la formation sur l'État, il devient suffisamment aguerri, et puis il part. Un deuxième, un troisième, et vous devez chaque fois recommencer. C'est ça. Ah oui, à ce moment-là, vous voyez. Hein, je me rappelle ce que me disait un de mes enseignants. Il disait ceci. Ceux qui progressent, bon, lui il a parlé des blancs et des noirs. Ceux qui progressent, voilà ce qu'il faut. Un parent, il a son fils, et il prend son fils, il met sur ses épaules. Chez nous, tu prends ton fils, tu mets à côté de toi. Vous regardez l'horizon. Troisième, ils mettent au-dessus. Ça monte, hein? Vous, ça va comme ça. Conséquence, vous voyez le même horizon. Mais celui qui a porté son fils va plus loin que lui. Le petit-fils va encore plus loin. C'est-à-dire, l'expérience accumulée, vous transmettez, ça part. Mais nous, ça passe. Vous voyez. Alors moi j'ai une question. Vous avez parlé du défi matériel qui est énorme, mais aussi celui du personnel. Parlons un peu des infrastructures. Est-ce qu'au pays, on a vraiment des infrastructures qui vous permettent de réussir aussi votre réalisation? Parce que ça va aussi des mêmes. On le voit aujourd'hui à la télévision, on est à même de suivre un match avec d'un seul côté, disons. Ça se retransmet du même côté. Impossible d'avoir le but. Tout à fait. Et les plans ne sont pas aussi précis que ça. Est-ce qu'à un certain moment, en dépit de matériel qui sont en manque, il y a aussi des défis infrastructurels qui ne vous permettent pas, personnellement, vous étant que réalisateur, de réussir quelque peu vos retransmissions? Je vais raisonner comme ceci. Je prends deux productions. 2010, 2022, je compare. Je vois qu'il y a une différence. Mais ça peut être c'est pratiquement dans les mêmes infrastructures. Vous voyez? À ce moment-là, conclusion, le problème d'infrastructure n'en est pas un, pratiquement. Voilà. C'est vrai que là, je peux donner un exemple des deux stades que nous avons ici. À la Kenya, c'est beaucoup plus facile de faire la réalisation qu'à Cameroun. Parce que la construction, là, pose quand même problème. Là, c'est un scoop, il faut nous expliquer. Parce que là-bas, il y a quand même beaucoup de matchs qui se jouent. Oui, oui. Si vous entrez là-dedans, vous verrez où on place les caméramens. Et il a fallu qu'on trouve un moyen, n'est-ce pas, de résoudre ce problème-là. Ils sont pratiquement perchés. Avant le match, vous placez une échelle, ils grimpent, une fois c'est fini, vous enlevez l'échelle. Oui, c'est trop plongé. Beaucoup trop plongé. Parce que c'est ça c'est l'infrastructure qui pose problème. Ce n'est pas le cas à la Kenya. Et au niveau des exigences internationales, la CAF exige beaucoup par rapport aujourd'hui à comment on doit réaliser les matchs de football. Surtout qu'il y a beaucoup de diffuseurs. Aujourd'hui, ils demandent aussi de bonnes images. Oui, aujourd'hui, plus qu'hier, les exigences sont plus grandes. Oui, oui. Aujourd'hui, on nous dicte même la ligne à suivre. Voilà, telle minute, voilà ce que vous allez faire. Telle minute, telle minute. Aujourd'hui, c'est très, très exigeant. Très. On comprend un peu leurs soucis. Hein. Quel que soit, n'est-ce pas, les lieux, les pays, ils aimeraient uniformiser. C'est un peu ça. Qu'on sente que... Oui. C'est un peu ça. J'aimerais qu'on parle un peu
de cette maniabilité que vous avez, de cette aisance de gérer les transitions des plans. Nous qui suivons les matchs à la maison, on ne voit pas ce qui se passe derrière parce qu'on a tendance à suivre un match, à entendre des bruits de gradins, à voir des actions choc. Mais comment vous arrivez à un certain moment à choisir telle autre image peut passer à cet instant et tout le temps diriger aussi vos caméramans sur les séquences les plus essentielles. Comment vous gérez tout cet instant-là? Est-ce que ça ne fait pas trop de stress pour... Oui. derrière. Oui, c'est vrai. Mais, bon, évidemment, hein, comme toute chose, hein, avec le temps, on s'habitue. J'avoue qu'au début, ce n'était pas très, très facile. D'autant plus que ça vous demande de crier. Les gens peuvent faire des petites erreurs. Hein, mais, voilà. Le problème, c'est de savoir ce qu'on veut. La première des choses, vous devez vous dire que doivent voir les téléspectateurs pour qu'ils ne soient pas embêtés, pour qu'ils se sentent présents au stade. Et pour cela, il y a, n'est-ce pas, une façon de le faire. Je prends un exemple. Un ballon est dégagé. On fait gros plan sur la personne qui va taper dans le ballon. Le ballon part et votre caméraman suit le ballon. Vous voyez hein, ce que ça va donner pour les yeux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous demandez, par exemple, à un autre caméraman, n'est-ce pas, d'anticiper et dire ça peut tomber à peu près à tel endroit. Lui, il peut déjà être là. Celui-là qui tape dans le ballon, il faut laisser le ballon quitter le plan. Vous comprenez? Alors, vous restez quelques instants avec celui qui a shooté sans que, n'est-ce pas, le ballon aura déjà disparu de ce plan-là. Vous avez deux choix. Il y a une caméra qui est entièrement ouverte. Si celle-là prend, vous voyez le ballon circuler sans que l'image ne puisse bouger. Première possibilité. Deuxième possibilité, vous pouvez décider, n'est-ce pas, d'aller directement sur là où va tomber le ballon. Il disparaît dans un plan, il apparaît dans un autre. Voilà. À ce moment-là, le téléspectateur est tranquille. Autrement, c'est embêtant. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on doit connaître. Déjà pour les foot, il y en a qui préfèrent suivre le match souvent à la télévision parce qu'il y a les replays qui nous aident à voir si on a raté un geste ou bien la manière dont les buts a été marqué. Maintenant, sur ce travail-là, ici au Congo, souvent ça pose problème. On a des replays qui arrivent même 5 minutes après l'action. Ça pose toujours problème. Et comment on doit se prendre sur ces questions? Attention, les replays, ce n'est pas forcément immédiatement après. Vous comprenez? Parce que si le jeu ne s'est pas encore arrêté, vous n'êtes pas obligé de revenir sur le replay, même si l'incident est là. L'incident peut arriver et arrêter le jeu. Ça va. Vous avez le temps de revenir. Mais, et s'il ne l'a pas arrêté? Le jeu continue. Oui. On fait tomber quelqu'un, les gens crient, mais l'arbitre, par exemple, fait jouer. OK? Ou il ne réagit pas. Le jeu continue. Est-ce que moi je dois arrêter le jeu pour venir montrer d'abord ça? Non. Je garde. Je peux revenir là-bas même après 3, 4, 5 minutes. Hein? Quand ça s'arrête, je me dis, voilà le moment idéal. Allez, montrer ce qui s'est passé. Comme ça, les gens peuvent juger. Mais peut-être la vraie question qu'il allait poser, est-ce qu'il y a un temps donné pour faire les replays? Non. Il
Il y en a Il y pas. en a pas. On peut le faire même après la mi-temps. On peut le faire. On peut le faire. La preuve. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui marque à la 2e minute du match, hein, tout au début là. Après, à la 80e minute, on le sort. Ah oui, on monte quand même son but. Hein. On monte son but. Mais il y a aussi les choses. Est-ce que c'est tous les gestes qu'il faut reprendre dans le replay ou bien il faut prendre ce qui est saillant dans un match de football? Ce qui est ça. Parce qu'il ne faut pas non plus exagérer hein, entre nous. Parfois, voilà, j'ai suivi un match en Europe. Les commentateurs demandent les replays. Ils disent que c'était important, mais on nous propose un autre d'un remplacement, on va dire, qui n'était même pas important pour les commentateurs. Et même pour moi, les spectateurs que j'ai suivis, j'ai dit, bon, ça c'est pas important. J'ai voulu voir ces gestes-là, mais après, les réalisateurs, lui, ont décidé autrement. Oui, malheureusement, c'est ça. Je reviens sur les conditions de travail. Dans les temps, moi, j'avais la possibilité de suivre aussi le commentateur. Aujourd'hui, c'est difficile. Du moins, les commentateurs de chez nous peuvent le. Vous savez ce qui se passe? Les signaux parlent d'ici vers l'Europe. Et les équipements sont numériques. Les équipements numériques, lorsqu'ils traitent des informations, ils créent un retard. La transmission crée un retard. Et quand ça arrive là-bas, on doit retravailler. Parce que les commentateurs, par exemple, pour les matchs internationaux, n'est pas ici, ou ne sont pas ici. Et ils commentent, on rajoute sur ce que vous avez envoyé, et puis on renvoie. Ça crée suffisamment de retard. Vous comprenez? Alors, si vous suivez ce commentaire, lui, il va demander, mais vous êtes déjà parti. Hein? Donc, en fait, ce n'est pas tout à fait ça le problème. Un réalisateur doit être réalisateur. Il ne faut pas que le commentateur se plaigne trop. S'il demande, il commence à se plaindre, c'est que quelque part, le réalisateur a des failles. Ah, il n'est pas habile ou il a des difficultés. Attention. Peut-être ce n'est pas des cris ou bien des demandes du commentateur, mais vous recevez aussi des injonctions des organisateurs. On a vu à la CAN dernière, on ne sait pas si c'était fait de manière délibérée. On a refusé de montrer les images de la RDC des fanatiques qui réclamaient une cause, on va dire, noble. Mais voilà, le réalisateur en a décidé autrement. Oui. En fait, injonction, je ne dirais pas. C'est des principes. En fait, je vous ai dit, hein, aujourd'hui, on vous dit ce que vous devez faire hein, pour uniformiser. Et on ne voudrait pas qu'on sente l'influence, n'est-ce pas, surtout du politique. Vous comprenez? Et là, ils sont très regardants. Les injonctions, chez nous, nous les avons. Les injonctions, chez nous, nous les avons. Il faut apprendre à les gérer. Hein? Sinon, c'est pas facile. Bon, après, on a trop parlé de réalisation, mais je vais parler sur le terrain. d'autocapinde maintenant. La première fois que vous faites une réalisation perso, étant les réalisateurs en chef, vous avez une équipe à gérer. Racontez-nous comment ça vous a fait. Qu'est-ce que vous avez senti? Est-ce que ça a été du stress? Parce que moi, je l'avoue, personnellement, la première fois que je présentais une émission, j'ai vraiment paniqué au début. Comment vous avez vécu ça personnellement? On a envie de le savoir finalement. J'ai eu de la chance. Hein? J'ai eu de la chance parce que la première fois, comme les patrons de la chaîne ne m'avaient jamais encore vu faire ce travail,
a voulu plutôt voir quelqu'un qui l'a vu faire. Il y a une partie de l'équipe qui était composée par des gens venus de Kinshasa, dont les réalisateurs. Vous comprenez? La première fois, j'étais là, mais j'étais réalisateur assistant. Donc, j'ai fait 3 matchs comme ça, n'est-ce pas, en assistant les réalisateurs. C'était suffisant pour moi. Donc, quand c'était quand c'était mon tour, bon, j'avais déjà quand même un peu de... Oui, tout à fait, vous voyez. Parce que c'est vrai, si ça devait être directement moi, je crois que ça ne serait pas la même chose, il faut le dire. C'était sur le premier match que vous réalisez. Bon, on est au milieu, quand vous êtes maintenant confirmé comme les réalisateurs attitrés de la maison de production. Et c'était quoi votre meilleur match, on va retenir de votre carrière? Vous a marqué, voilà, des réalisateurs. Vous dites là, j'ai vraiment... Bon Dieu, je n'ai pas de réponse. Ça fait beaucoup que j'ai fait. Vous voulez savoir combien? C'est plus de 270 matchs que j'ai réalisés. Ah, c'est énorme. Dans le 270, qu'est-ce qui vous retient souvent? Ah, c'est ça. Il y en a beaucoup que j'ai aimé, mais il y en a d'autres où j'ai trouvé que j'ai péché. Ça arrive. Ça arrive. Mais en fait, vers les années là, 2010, 2011, Dieu merci, nous avons été bien classés. Voilà. Nous avons été vraiment bien classés. Oui, en Afrique, on nous a mis 2e après la télévision nationale du Mali. Waouh, c'est exceptionnel. En 2010. Alors vous comprenez qu'on était quand même haut. Aujourd'hui, bon. En plus, 2010, c'est une année très significative. Ouais, c'était africain. Ouais, c'était aussi pour les doublés, Mazembe. Ouais, tout à fait. Aussi la Coupe du Monde. La Coupe du Monde derrière. Et quand vous êtes pris comme 2e, Oh oui. Naissez-vous une question? D'abord, j'aimerais vous poser une question qui est un peu, pas compliquée. À votre époque et actuellement, on sent qu'actuellement, avec nos réalisateurs des matchs, c'est catastrophique, surtout quand vous prenez les matchs de l'équipe nationale, où nous, on a besoin de voir l'action, on nous montre des filles, des gens qui s'amusent au stade. Est-ce que c'est dans les normes? C'est ce que je disais, le résultat final dépend du réalisateur. En fait, si un réalisateur ne se met pas à la place des téléspectateurs, on a ce genre de résultats. Bon Dieu, non. Vous montrez toutes ces choses-là. Est-ce que ça intéresse les téléspectateurs? Vous comprenez? Je pense que vous pouvez les montrer. Ce n'est pas interdit. Mais quand? Vous voyez? Parce qu'en fait, ce qui est... j'ai dit par exemple ceci. Sur terrain, il y a 3 acteurs qui commencent à se bousculer. Hein? Presque la bagarre. Est-ce que les réalisateurs doivent rester sur ces gens-là? Logiquement, non. Vous comprenez? On n'est pas venu au stade pour ça. Mais, quand ça commence, on peut voir. Après, je peux recourir, n'est-ce pas, comme j'avais dit, au replay, montrer les actions qui intéressent, pendant qu'eux se bousculent. Et à ce moment-là, je peux aussi montrer l'ambiance, dire que non, au stade, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des dames. Donc il s'agit plutôt d'un problème de timing. Il faudra mettre effectivement ces genres d'images. Aussi constaté en Ligue nationale du football, il y a des matchs où il n'y a pas de buts. Par exemple, c'est 5 buts, mais on vous montre 3 buts. Par contre, les réalisateurs, ils étaient là.
Il était distrait ou bien c'est aussi un problème des notions? Je dirais même que ça, c'est la catastrophe. Non, mais ça se répète en tout cas. Ça ne devrait pas arriver. C'est la catastrophe. Je vous ai parlé ici des problèmes d'expérience et des problèmes de formation. Retenez une chose, les gens qui arrivent, qui commencent à maîtriser et ils trouvent mieux ailleurs, ils partent. Ah, je vous dis que c'est embêtant. Et ça, c'est un cycle, hein, ça se répète. Donc, en fait, ça ne devrait pas arriver. Vous avez pensé même une fois à créer une école de formation pour former des réalisateurs? Spécialement pour le match de football. Oui, j'ai dit. Bon, si déjà les traitements posent problème, le reste est évident, hein, c'est pas facile. Mais moi, je pense que tant qu'on en parle, si ça peut se faire, beaucoup de gens seraient intéressés. Oui, je pense. Un métier passionnant. Ouais. Peut-être renchérir avec la question des Nets sur les buts qui ne sont pas montrés. Souvent, après un match de football, on a un résumé. Peut-être il y a un commentaire ou peut-être sans commentaire. C'est le travail du réalisateur ou bien c'est notre équipe qui va se charger? Bon, le réalisateur et son équipe actuellement est à mesure, n'est-ce pas, de faire ce que... d'enregistrer, hein, les points saillants. Le commentateur, s'il trouve ça intéressant, il ne peut que s'appuyer sur ça. En fait, c'est le travail de tout le monde. C'est donc le travail de tout le monde. On a été beaucoup dans les défis et aussi la préparation de la réalisation, mais dans la projection, on a parlé aussi des difficultés qu'on rencontre dans notre championnat par rapport à la réalisation des matchs, mais dans la projection, comment vous voyez la réalisation après vous, derrière les gens qui vont assurer les arrières par rapport à la réalisation? C'est ce que je disais. Moi, personnellement, je travaille beaucoup avec des jeunes gens. Pas jamais laissé. Mais derrière moi, quand je regarde, c'est ce que je vous ai dit. Ils sont désormais, tous les bons sont ailleurs. Ou presque. Oui, ou presque. Les quelques volontaires qui restent sont encore là. Bon, je ne sais pas, est-ce que derrière ça, il y en aura d'autres? Je ne sais pas. Non, je pense qu'on a élagué tous les points les plus importants, mais peut-être parler de l'équipe, parce qu'au début, vous parliez de la constitution de votre équipe. En vrai, elle est constituée de combien de personnes? Vous nous parliez de, si c'est un match international, on est parti pour 6 caméramans, mais il ne suffit pas qu'il y ait seulement de caméramans. Vous devez avoir combien de personnes en soi pour avoir une équipe solide? Et là aussi, je dis que ça dépend de l'organisation. Vous avez minimum 6 caméramans, n'est-ce pas? Et ça dépend maintenant dans les cas, qu'est-ce que vous avez comme matériel et qui, n'est-ce pas, doit manipuler ça. Vous pouvez avoir un réalisateur qui peut ne pas toucher aux équipements. Il donne des injonctions, il y a quelqu'un qui change en fonction de ce qu'on lui demande. C'est un pointeur. Mais nous travaillons, c'est le réalisateur lui-même qui pointe. Vous avez un vidéoman, n'est-ce pas? Quelqu'un qui peut s'occuper des réglages, hein, de la lumière, tout ça, pour laisser au caméraman juste le point, oui, le focus, le point, et le cadrage, qui ne fasse pas beaucoup de choses. Vous comprenez? Mais parfois, il y a des équipements qui ne vous donnent pas cette possibilité, alors les vidéomans peuvent ne pas être là. Vous avez celui qui
fait le replay qui est là, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, propose des points saillants, des replays sur demande du réalisateur. Vous avez, n'est-ce pas, celui qui contrôle le son. Vous comprenez. Là, déjà, ça fait au moins 4 personnes. Ailleurs, avec tout ce qui se passe, on peut aller à 5 à 6 personnes. Vous voyez. Donc, vous voyez, si je suis cameraman, 4 personnes, dans le cadre, ça fait déjà 10. Oui. Bon, entre-temps, je vous ai dit, vous devez avoir un câblement qui est là. Au moins un, vous êtes à 7. Et vous devez avoir un maintenancier, au moins un. Vous voyez, ça fait 8 sur le terrain. Donc, 4 plus 12. Hein. Mais il y a celui qui s'occupe, n'est-ce pas, de la transmission. Oui. Il y a celui qui s'occupe de la transmission, qui envoie le signal et qui doit le contrôler. Ça fait le minimum avec la structure que je donne, c'est 13. Généralement, nous, on est entre 16 et 20. Généralement. Parce que les caméras ne sont pas 6, c'est 8, voire 10. Évidemment. Donc, merci à vous, Dodo Capin, pour ces réponses sur notre sujet du focus dans la team GMJ. Nous, on va poursuivre l'émission. Spécialement aujourd'hui, on n'aura pas d'impact dans l'histoire, mais on aura donc les Panthéons. Et aujourd'hui, Jean-Thierry va l'annoncer. C'est bien évidemment Samuel Eto'o, fils, qui intègre le Panthéon de la team GMJ. Je crois que chacun de nous autour de la table aujourd'hui, on a une idée sur ce qui représente Samuel Eto'o. Naïs Mkebo, vous avez une petite idée de qui est Samuel Eto'o? Évidemment. Effectivement. Bon, on va parler maintenant de la carrière de Samuel Eto'o, de ce qu'il a représenté pour le continent africain et de quelques réalisations qu'il a pu pour honorer la mémoire de ces grands continents. Alors, Samuel Eto'o, né le 10 mars 1981 à Caen, au Cameroun, est considéré comme l'un des plus grands footballeurs africains de tout le temps. Son parcours exceptionnel, tant en club qu'en sélection nationale, a marqué l'histoire du football mondial. On va parler de sa carrière. Samuel Eto'o commence sa carrière professionnelle à l'âge de 15 ans en rejoignant les Real Madrid après des prêts notamment à Majorque où il devient le meilleur buteur de l'histoire du club. Il signe en 2004 au Football Club Barcelone. Avec les Barça, il remporte 2 Ligues de Champions en 2006-2009 et plusieurs titres nationaux. En 2009, il rejoint l'Inter Milan, remportant une nouvelle Ligue de Champions en 2010, devenant ainsi le premier joueur à réaliser 2 triplés consécutifs avec 2 clubs différents. Par ailleurs, il évolue dans divers clubs dont Chelsea, Everton, Sampdoria, avant de terminer sa carrière au Qatar Sporting Club. Avec l'équipe nationale du Cameroun, Eto'o a disputé 118 matchs et inscrit 56 buts, faisant de lui les meilleurs buteurs de l'histoire des Lions Indomptables. Il remporte 2 Coupes d'Afrique des Nations en 2000 et 2002 et une médaille d'or olympique en 2000. Eto'o est élu à 4 reprises joueur africain de l'année, 2003, 2004, 2005 et 2010, un record partagé avec l'Ivoirien Yaya Touré. Il est également le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec 18 réalisations. Après sa carrière, bien sûr, après avoir pris sa retraite en 2019, Samuel Eto'o est élu président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, en décembre 2021. En septembre 2024, la FIFA le suspend pour 6 mois de toute activité liée au match des sélections camerounaises en raison d'un comportement jugé offensant lors d'un match de la Coupe du Monde féminine U20. Malgré ces controverses, Samuel Eto'o demeure une figure emblématique du football africain, reconnu pour son talent exceptionnel et son influence sur les développements du sport sur les continents. Voilà un peu ce que ça représente, Samuel Eto'o. Pour tout Africain
qui adore le football, qui adore ces sports que nous chérissons. Samuel Eto'o, c'est un monument et aujourd'hui, il est à la tête de la fédération camerounaise de football. Et enfin, je ne suis pas camerounais pour dire que ça va ou ça va pas, mais vu de là, j'ai comme l'impression que le football camerounais est en train de revenir petit à petit. Et on parle maintenant de quelques grands clubs du Cameroun qui avaient disparu, notamment Sport et tout ce qui va avec. Donc je pense que sa carrière et ce qu'il est devenu, c'est une inspiration pour les jeunes qui démarrent aujourd'hui du football et beaucoup de respect pour eux. Expliquez-vous, Samuel Eto'o, un joueur des légendes, on dit une identité du football africain. Moi, je trouve que d'abord, personnellement, jusqu'à présent, on peut comparer à Samuel à Didier Drogba. Si on essaye de voir des joueurs africains, il faut encore patienter parce que ce sont deux joueurs qui ont été d'abord sérieux. Ils ont aimé le football, malgré qu'ils ont marqué les temps dans le club par rapport dans leur sélection nationale. Et donc pour moi, quand je vois Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui aime d'abord son pays, même si il est trop combattu de l'autre côté de la fédération camerounaise de football. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui a marqué les esprits. Moi, j'étais encore petite quand lui, il brillait, mais vu que j'étais fanatique de Barcelone, je les suivais à des près jusqu'à maintenant. À son arrivée à la tête de la FECAFOOT, si je ne me trompe pas, il s'est quand même plongé, il a mis des histoires en marche, même s'il a été suspendu. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui mérite beaucoup de respect. Samuel Eto'o, quelqu'un qui mérite beaucoup de respect. Et puis il y a une chose avant que vous ne puissiez peut-être passer la parole. Après, à l'époque, quand Samuel Eto'o joue au Football Club Barcelone, écoutez, le football africain, ça fait pas rêver les gens. Hein. La plupart. Et d'ailleurs, c'est rare actuellement de voir de joueurs africains jouer dans des clubs renommés, les Barça. D'ailleurs, à l'époque, il y avait Ronaldinho, il y avait Messi, c'est quand même imposé. Sortir répétitif 2 fois en Liga, c'est pas de la tour. C'est pas du tout facile. Il est rentré en Afrique, jouer la CAN. Être fier quand on sait que cette compétition, elle a toujours été vue entre guillemets par les Européens et certains les Américains comme inférieure par rapport à leur compétition. Donc c'était un choix fort et ça dénote d'une certaine considération qu'il a pour les continents africains aussi. Et aussi, il a bien géré sa carrière parce qu'actuellement, quand vous voyez les joueurs africains qui ont marqué les esprits, vous n'allez pas les comparer à Samuel Eto'o et à Didier Drogba parce que les deux, je les compare les choses par rapport aux choses qu'ils sont en train de les faire même après leur carrière. Moi, je trouve que ce sont des joueurs qui ont bien géré leur carrière. Peut-être un mot Salah. Ouais, il est en cours. Voilà, qu'est-ce que vous retenez de Samuel Eto'o? Vous avez eu le temps quand même d'observer le football congolais et africain. Vous avez quand même une idée sur Samuel Eto'o et vous pouvez dire quelque chose sur tout à fait. Je retiens de ce joueur-là la discipline, la persévérance, beaucoup de volonté de progresser. Et ça le caractérise. Et il n'a pas blagué de ce côté-là et les résultats sont là. Et je pense que quelqu'un qui veut aller loin commence par ce qu'il faut. Je crois que c'est ça. Il y a peut-être un truc que j'ai pas mentionné dans sa biographie qui me revient tout de suite. Il faut rappeler que la Coupe du Monde de club 2010, Samuel Eto'o la remporte avec l'Inter, c'est face au tout-puissant Mazembe. Et bien sûr, on se rappelle l'histoire de Samuel Eto'o, c'est lié avec Congolais. Récemment, il était avec l'Espec de Kinshasa. À Kinshasa, c'est un peu lié. Et là, justement, nos réalisations étaient appréciées à cette époque. Évidemment. J'ai retenu donc vous dire que quelqu'un qui veut aller loin, il prend au sérieux ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que nous aussi, chaque samedi, nous sommes là en train de prendre au sérieux ce travail ici de la team GMJ pour observer vous, les téléspectateurs. Ce sera encore notre plaisir d'être avec vous la semaine prochaine. Merci.